Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous proposer cette nouvelle rencontre puisqu'aujourd'hui nous allons passer un moment très intéressant avec une femme qui ne s'occupe pas simplement de ce qui se passe dans notre tête, mais également de ce qui se passe autour de nous et surtout autour de nos ancêtres. Bonjour Elisabeth. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous puisque vous allez partager avec nous pas mal d'expériences et de données. Oui, bien sûr, avec plaisir Olivia, bien sûr. Alors je voulais tout d'abord vous présenter en quelques mots très brièvement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes thérapeute, psychogénéalogiste. Vous avez en 2000 créé une association, l'Association française de psychogénéalogie. Oui. Vous animez des stages, vous animez des séminaires et des conférences et vous êtes également auteur. C'est ça. Absolument. Depuis 2000, vous avez écrit énormément d'ouvrages qui ont tous le thème central de la psychogénéalogie et du processus de transmission de nos ancêtres. C'est ça. Oui, oui, absolument. Ce sont des ouvrages de base. À l'époque, quand mon premier ouvrage est sorti, il n'y avait pas beaucoup de titres sur ce thème-là. Effectivement, j'ai voulu poser les bases, en fait, sur qu'est-ce que la psychogénéalogie, qu'est-ce que l'enquête familiale, qu'est-ce qui est important à connaître, d'où vient notre prénom, comment nos parents se sont rencontrés, la trajectoire socio-professionnelle de nos ascendants, de nos grands-parents, sentimentale également. Enfin bon, voilà, c'est une somme incroyable très, très importante d'informations à recueillir. Et en fait, pour faire des liens et pour s'apercevoir en finalité, bien que nous sommes influencés par ce qui a été vécu à 1, 2, 3 générations avant soi, aussi bien au niveau maternel que paternel. Voilà, donc c'est tout le propos de la psychogénéalogie. Se rajoute à ça des secrets de famille, puisque effectivement, on ne connaît pas tout, on est loin de tout connaître sur ce qui s'est passé avant soi, bien évidemment, et donc il y a des non-dits, il y a des informations à vérifier, et puis il y a évidemment des secrets de famille aussi. Voilà, donc c'est un domaine assez vaste finalement. Oui. Et c'est pour ça que j'ai écrit plusieurs ouvrages au fil des années. Maintenant, je crois que j'ai écrit une quinzaine ou une vingtaine d'ouvrages, à peu près tous effectivement sur la psychogénéalogie avec des angles différents. Ça peut être l'angle de la santé, ça peut être l'angle des secrets de famille, justement, dont on a parlé. Mais ça se rapporte toujours, effectivement, à l'exception de quelques titres. J'ai écrit 2 titres sur la synchronicité, parce qu'à titre personnel, la synchronicité m'intéresse, mais dans un domaine peut-être un peu plus spirituel que psychanalytique. Voilà, donc c'est un petit résumé de mon parcours. Oui, parce que justement, j'allais poser la question par rapport à la définition de la psychogénéalogie, mais vous l'avez donnée. Si vous deviez rajouter quelque chose, qu'est-ce que vous rajouteriez ? Comme son nom l'indique, c'est une alliance entre la généalogie, c'est-à-dire l'enquête familiale, qui peut remonter assez loin, mais nous, on va s'arrêter aux grands-parents, parfois aux arrière-grands-parents, parce qu'il y a déjà énormément d'informations à recueillir. Donc, notre travail est en partie un travail de généalogiste, c'est vrai, de recueillir des informations, la confirmation de date de naissance, de mariage, de décès, les lieux où on a vécu, reconstituer un album familial. Bon. Mais il y a la partie psychologique. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a recueilli ces informations, ces dates, ces âges, ces circonstances, ces traumatismes aussi? En quoi, en fait, ils vont nous influencer à notre insu? Parce que quelquefois, nous ne sommes pas conscients de ce qui s'est passé, mais cette histoire-là va nous influencer quand même. Non seulement au niveau psychologique, mais quelquefois au niveau corporel aussi, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des troubles de santé qui sont des loyautés familiales, qui sont des répétitions. Et c'est l'étude, en fait, du passé familial. Oui, et ce que j'ai découvert en lisant votre livre, pas forcément celui-ci, mais le précédent, c'est que différents thèmes peuvent être touchés. Ça peut être la santé, mais ça peut être le financier, ça peut être le matériel, ça peut être le sentimental, le professionnel, tout domaine. Ah oui, tous les domaines sont concernés, puisque nous avons un héritage en fait qui est pluriel, puisque nos parents en fait ont eu une vie sentimentale même avant de se rencontrer, et quelquefois ils avaient aussi, il y a eu beaucoup dans les familles on voit énormément de relations extra-conjugales. On voit quelquefois des enfants illégitimes. Vous voyez, rien qu'au niveau sentimental, on voit quelquefois la bisexualité, l'homosexualité cachée, quelquefois la prostitution, voilà. Mais donc, ne serait-ce qu'au niveau sentimental sexuel, là, effectivement, il y a beaucoup de choses, puisque chaque personne est différente, donc chaque membre de notre famille va avoir son histoire.
Puis après, il y a les trajectoires socio-professionnelles, hein, c'est-à-dire le niveau d'études, les carrières qui ont été choisies ou pas. Hein, quelquefois, on a fait un exercice imposé par la famille, oui, par la imposé, lignée. effectivement. Est-ce que certaines personnes ont réalisé leur vocation? Combien d'argent gagnaient-ils? En quoi? De quelle manière? Le statut social, à quelle classe sociale appartenait-il? En souffrait-il? Est-ce qu'il y avait des névroses de classe? Enfin, vous voyez, bon. Et puis après, au niveau corporel, est-ce qu'ils ont souffert de maladies? Si oui, pourquoi? Avec quels symptômes? Les circonstances de décès également sont parfois cachées. Vous voyez, c'est tellement vaste. Alors justement, la question, je vais aller tout de suite dans le nœud du sujet. Vous parlez de secret. Oui. Est-ce que finalement, notre arrière-grand-parent ou grand-parent existe encore, vit encore, pardon? Est-ce que ça vaut la peine à ce moment-là de dévoiler le secret, même s'il peut être douloureux ou fragile pour quelqu'un? Ah, ça, dans tous les cas, il faut dévoiler le secret parce que les secrets, justement, c'est ce qui va empêcher les descendants de vivre leur vie, pleinement leur vie. Je crois que c'est extrêmement grave. Et les secrets les plus importants sont les secrets sur la filiation. Quand, par exemple, vous ignorez que vous découvrez par hasard ou parce qu'il vient de décéder que le père qui vous a élevé n'était pas votre géniteur, vous vous rendez compte, alors non seulement, finalement, vous ne connaissez pas votre véritable géniteur, mais vous ne connaissez pas toute la branche paternelle. Les oncles et tantes biologiques, les grands-parents, toute votre histoire paternelle a été passée sous silence. Vous voyez? Les secrets sur la filiation sont extrêmement graves, sans compter que quelquefois on porte un nom qui ne correspond pas à nos liens de sang. Vous voyez? Donc tout ce brouillage généalogique va bien sûr produire, à mon sens, des situations très graves. Avec la PMA, par exemple, je pense à ça. Alors là, effectivement, la PMA, encore plus, parce que là, effectivement, depuis les années 75, où les sécos ont été mis en place avec la procréation médicalement assistée, avec donneur, c'est-à-dire donneur de sperme, donneuse d'ovules, mais le cas des donneurs de sperme, c'est extrêmement grave, à mon avis. Parce que dans ce cas-là, votre travail est tronqué, sauf l'inconscient de l'enfant. Voilà, alors il y a des cas où l'enfant ignore qu'il a été conçu par procréation médicalement assistée. Il y a des cas où il le sait, mais il ne peut pas identifier le donneur, bien que là, la loi vienne de changer, c'est-à-dire qu'à partir de septembre 2022, normalement, les enfants conçus justement par don de sperme vont pouvoir accéder à leur dossier à leur majorité, s'ils le désirent, avec des informations plus ou moins identifiantes. Bon. Et puis, il y a aussi le fait que vous ne pouvez pas identifier vos demi-frères et sœurs si le sperme a été utilisé plusieurs fois. Et si le donneur de sperme a lui-même des enfants. D'ailleurs, je prends pour exemple récemment, il y a un jeune homme qui a écrit un livre parce qu'il est né d'un don de sperme et donc l'administration lui a refusé de connaître ses origines. Vous savez, il a été sur ces sites MyHéritage où vous pouvez envoyer un échantillon pour savoir si dans le monde il y a des personnes qui vous sont apportées. Et comme la fille biologique de son donneur de sperme avait rentré son échantillon, ça a matché. C'est comme ça qu'il a pu retrouver son géniteur, alors que l'administration lui avait interdit. Vous vous rendez compte, mais on arrive à des cas de figure complètement… ça existait déjà avant, étant donné que si, par exemple, un homme infidèle concevait un enfant avec sa femme et avec sa maîtresse dans le même temps, imaginons dans la même ville, les enfants peuvent se rencontrer, par exemple, au lycée, avoir une attirance sans pouvoir identifier qui sont frères et sœurs. Ne serait-ce que, vous voyez, l'infidélité, le fait d'avoir une maîtresse et de concevoir un enfant avec elle en même temps que l'épouse légitime, va donner exactement la même situation. Oui. Donc, le danger des secrets sur la filiation, c'est l'inceste. C'est côtoyer des demi-frères et sœurs ou des membres de la famille sans pouvoir l'identifier finalement. Voilà, bon, c'est un petit peu technique, mais c'est important de le préciser. Je voulais également donc parler des actes symboliques, puisque dans le livre que vous venez de sortir, qu'on peut peut-être voir à l'écran, Elisabeth. Tout à fait. Voilà, l'action qui libère. Voilà. Vous proposez des actes et des rituels symboliques. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est un acte symbolique? Alors un acte symbolique, eh bien c'est un acte simple, en général gratuit et en général aussi immédiat, qui va symboliser une situation traumatique justement, puisque la plupart des situations qu'on va tenter de solutionner à travers ces actes et ces rituels symboliques, ce sont des situations issues de notre histoire familiale.
hein, c'est-à-dire de problématiques dont on a hérité. Alors, effectivement, cette symbolisation, elle va passer par l'utilisation d'images, de photographies, de vêtements, de certains objets, voilà, pour être très concret. Et Oui. on va donc symboliser, en fait, d'une certaine manière, la situation qui nous pose problème, hein, voilà. Donc, encore une fois, ce sont des actes accessibles à tout le monde. Votre livre est très très riche. Je pense que tout le monde trouvera forcément quelque chose qui résonne et qui lui parle. Les actes symboliques qui sont reliés avec des objets, aussi les actes symboliques stratégiques et les libérateurs. Oui. Alors, ben, il y a beaucoup d'actes en fait. Bon, par exemple, un acte que vous pouvez faire qui est très simple, si par exemple vous avez des communications, un problème de communication dans la famille, vous changez de place à table. Vous avez remarqué qu'on fait toujours la même chose, Oui. voilà, on soit toujours au même endroit. Et quand on a un problème de communication, eh bien, un premier acte symbolique, c'est de changer de place. Oui, on change de rôle, on change de la vision de la situation, donc le comportement Voilà. change. Voilà, on s'aperçoit, et ça c'est un héritage de la thérapie brève, hein, l'école américaine, qui explique que quand vous changez de contexte, vous changez simplement de place, eh bien le contenu de la conversation va changer. Par exemple, dans les couples qui se disputent, hein, c'est très ritualisé, c'est-à-dire un couple qui se dispute va se disputer en général toujours au même endroit et toujours à la même heure et de la même manière. Mais si par exemple vous conseillez au couple d'aller se disputer dans le jardin, dans leur garage ou dans une pièce plus froide, ce qui va refroidir abaisser les émotions, eh bien le contenu de la conversation va être différent. Vous voyez, un acte symbolique tout à fait simple, hein, c'est de changer de contexte. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer dans tous les domaines. Si par exemple au bureau, la conversation commence un petit peu à s'échauffer avec quelqu'un, tout de suite vous changez de pièce. Voilà, vous pouvez l'appliquer en famille, avec vos enfants, avec votre conjoint. Alors, avec le conjoint, il y a aussi un acte qui est très simple à faire quand vous avez des problèmes de couple, c'est scinder la semaine en jours pairs et impairs. Ah oui, vous en parlez exactement. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un rapport de force, lorsque un des deux conjoints va avoir tout le temps raison, là, on scinde la semaine, c'est-à-dire que les jours impairs, ce sera l'épouse qui va manager le foyer, il va prendre les décisions organisées, et les jours pairs, ce sera le mari. Comme ça, il n'y a Il y a plus de une sorte de confusion. notion d'équilibre. Oui, ça, c'est une technique très, 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 très efficace de scinder la semaine en jours pairs et impairs. C'est issu de la thérapie italienne des années 70. Et effectivement, ça a donné d'excellents résultats dans les familles qui étaient en crise et qui n'arrêtaient pas de se disputer. Dans les familles en crise, un bon acte symbolique, c'est de se réunir une fois par semaine dans une pièce. On s'assoit et chaque membre de la famille à son tour explique ce qui ne va pas. Ben voilà, moi j'ai tel problème, j'ai pas pu en parler, il m'est arrivé telle chose, etc. Donc, je crois que dans toutes les familles, s'asseoir une fois par semaine tranquillement, que chacun ait la parole sans être interrompu pour dire ce qu'on a, parce que des fois le temps passe et puis les griefs s'accumulent et ça arrive à des problèmes d'incommunicabilité, je dirais, sur le long terme. Donc, vous voyez, ce sont des petites choses tout à fait simples. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il y a plein, Non, il y en a beaucoup d'autres. C'est très, très variable et très. Ce qui veut dire finalement que lorsque les personnes viennent, oui, elles ont déjà un problème, entre guillemets, ou une problématique. Ils peuvent venir en couple, comme vous parliez tout à l'heure de cet équilibre entre jour pair et impair de couple, donc ils viennent ensemble. Ils sont tous les deux d'accord pour, parce qu'on ne peut pas venir en individuel et essayer de changer tout seul sans en parler aux autres. oui, voilà. Alors effectivement, pour les problèmes de couple, là, comme je l'ai dit, ou alors on peut le proposer, même si le conjoint a priori ne se sent pas concerné, on peut dire bon ben voilà, moi j'aimerais bien. Les dates sont très importantes finalement. Les dates, l'âge, la symbolique des nombres. Voilà. Vous parliez tout à l'heure, voilà, de certains événements. Les dates et l'âge de la personne est très importante également. Oui, c'est ça, parce que souvent, je demande à faire un acte symbolique, non pas sur une journée, mais sur plusieurs jours. Ça va correspondre à l'âge de la personne. Si la personne me dit, voilà, j'ai 30 ans, je peux lui donner un acte à faire sur 30 heures ou 30 jours, par exemple, ou 30 semaines dans des cas extrêmes. Tout va dépendre de la problématique. Vous voyez, c'est-à-dire que on s'est rendu compte en psychogénéalogie de l'importance des âges.
hein, des âges marqueurs, des dates également, la date anniversaire, mais d'autres dates qui existent dans l'histoire familiale. Et on s'est rendu compte, en finalité, la conclusion, c'est que notre psyché fonctionne avec des nombres, hein, des nombres clés. L'âge qu'on avait quand on a rencontré notre conjoint, l'âge qu'on avait quand un de nos frères et sœurs peut-être est né, l'âge qu'on avait quand un de nos parents est décédé ou a divorcé. Ce sont des âges clés et on va les réutiliser dans les actes symboliques, en fait, dans une temporalité qui va parler en fait à la psyché et qui va renforcer l'efficacité de l'acte, en quelque sorte. Je pense à un exemple, vous en avez cité beaucoup. Oui. Il y a par exemple les masques. Des masques qui peuvent représenter une personne ou une émotion, par exemple. Les masques, j'utilise beaucoup pour les personnes qui sont fusionnées avec un parent. Vous savez, c'est très courant, c'est-à-dire la symbiose, en fait. Alors, ça peut être un homme avec sa mère, mais ça peut être une femme avec sa mère. Ce sont des cas assez courants. En général, c'est quand même beaucoup avec la mère. Et dans ces cas-là, comme la personne n'est pas différenciée, en fait, je lui demande de sélectionner une photo de sa mère, de son parent, oui, et de l'agrandir format visage, hein, 18 cm. Sur papier, on découpe le papier, on met 2 élastiques et on va porter le visage du parent. Et on va se sentir devenir lui. Finalement, on va renforcer cette identification. Et en renforçant l'identification, on va pouvoir mieux s'en libérer. Mais bon, le masque, on peut le porter quelques minutes quand il n'y a personne. Mais simplement de se voir avec le masque du parent, avec le visage du parent, je vous assure que c'est déjà… Ça fait un choc. Et je me souviens d'une consultante qui m'a dit « mais je me sentais devenir ma mère ». On était déjà fusionnés, on était déjà quasiment… je ne savais pas qui j'étais parce que finalement, j'étais tout le temps avec elle depuis l'enfance parce que son père était parti. Et là, le fait de le voir, c'est vrai qu'on s'en rend vraiment compte. D'ailleurs, parfois, on n'a même pas besoin de masque, pour être honnête avec vous. Dans certaines réactions ou certaines expressions verbales, on peut là, oups. Oui, d'ailleurs, quand on s'habille, par exemple, notre acte, c'est de s'habiller comme le parent. Alors, si on porte le masque et qu'en plus, on lui a demandé de nous prêter un vêtement, là, on va voir la puissance, en fait, de cette identification. Hein. Oui. Et c'est très fort. Effectivement, on peut aussi utiliser le masque, par exemple, quand on a des émotions comme la colère, le chagrin, la nostalgie, etc. On peut dessiner un masque qui va représenter cette émotion. Oui. Pour voir l'émotion comme une entité autonome, en fait, dont on va pouvoir se séparer, justement. On va pouvoir la dissocier de soi. Parce qu'effectivement, dans tous les actes que vous proposez, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des actes pratiques, concrets. Oui. Ce n'est pas une analyse ou une psychanalyse qui porte et qui est basée sur les mots. C'est basé vraiment sur des actes. Voilà, absolument. D'ailleurs, c'est un petit peu le principe, c'est d'aller au-delà du verbal. Le postulat de ce livre, c'est de se dire, j'ai un problème, mais si, au lieu d'en parler, je faisais quelque chose, eh bien, ce serait beaucoup plus efficace que de simplement en parler. C'est vrai qu'on s'arrête de parler pour passer à l'action. Parce qu'on s'est rendu compte que de parler d'un problème ne le réglait pas forcément. Ou du moins pas très vite, pas très rapidement. Pas très rapidement et peut-être pas complètement non plus. Hein. C'est-à-dire vous pouvez parler d'un problème pendant des années sans l'avoir résolu. Alors bon, il y a peut-être un bénéfice secondaire à conserver le problème. D'ailleurs, l'école de Palo Alto en Californie, dans les années 50, a tout à fait démontré que la psychanalyse n'arrivait pas à résoudre tous les problèmes par le langage et qu'il fallait inventer de nouveaux outils. Ce que je propose dans le livre, c'est d'écrire des lettres aussi. Oui. Hein. Oui, des courriers qu'on envoie ou qu'on n'envoie pas. Je pense également au haltères, quand on porte un fardeau ou quand on a l'impression de porter vraiment un poids très lourd que l'on traîne. C'est très très important justement. Vous voyez, c'est encore une fois de matérialiser. Au lieu de parler d'un problème, on va le matérialiser. Si une personne ressent qu'elle a vraiment un poids, qu'elle se sent oppressée, je vais lui demander de porter un poids quelquefois assez important avec elle pendant une partie de la journée. Ça peut être traîner une valise, ça peut être porter des haltères dans son sac. Ce poids, ça va symboliser tout ce qu'elle a dû supporter finalement. Et là, c'est concret. Et il s'allège au fur et à mesure. Enfin, vous demandez de l'alléger au fur et à mesure. Alors voilà, on peut chaque semaine alléger un petit peu le poids pour alléger la psyché. Vous voyez, il y a une correspondance finalement. Hein.
Ce qu'on va faire matériellement, on va renvoyer un message à la psyché au lieu de simplement parler de ce qui se passe. Voilà. Ce qui fait que même si la situation environnante ne change pas, les personnes de la famille, le contexte professionnel, nous, on va avoir quand même l'impression d'être allégé du poids, parce que ça ne va pas entraîner forcément des changements extérieurs, si? C'est que justement, on parlait des synchronicités tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir un changement, c'est-à-dire que le monde extérieur, qui est projectif la plupart du temps, qui est une projection en fait de notre passé et de nos émotions, eh bien, on va s'apercevoir que quand on fait ces actes, on va rencontrer par exemple des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, ou quelqu'un va nous téléphoner, ou tiens, quelqu'un qui d'habitude se comportait de telle manière va changer d'attitude parce que nous avons introduit une petite action qui n'a l'air de rien, parce que je dis encore une fois que ces actions semblent toutes simples et légères, mais finalement, elles induisent à coup sûr des changements, aussi à l'extérieur. Ça, effectivement, je l'avais vu par rapport aux synchronicités, mais il y a des exercices où je pensais que c'était peut-être notre vision à nous qui changeait, mais en fait, non, ça induit le changement même de l'extérieur. Oui, bien sûr, puisqu'on va faire pour la première fois des choses qu'on n'avait jamais fait, en fait. Et dans une temporalité précise, à un certain moment, ça peut être le jour, ça peut être la nuit, ça peut être une certaine heure, ça peut être avec des masques, des vêtements, ça peut être porter un poids, ça peut être écrire une lettre, on va y revenir, parce qu'écrire une lettre, c'est très, très important aussi. Ça peut être aller au cimetière sur la tombe de quelqu'un qui nous a fait du mal. Ça peut être s'habiller de vêtements d'enfant. Pour retrouver une certaine joie de vivre, ou bien. Ou se confronter justement à des traumatismes qu'on a eus pendant l'enfance. Obligatoirement, je pense qu'il y a une réponse de l'univers. J'en suis persuadée. Pour l'avoir expérimenté, j'en veux pour preuve d'ailleurs, je vais donner un exemple. Parce qu'il y a une dame, d'ailleurs je la cite dans le livre, autant que je me souvienne, c'est une dame qui, en fait, n'a pas connu son père, parce qu'il est parti ou il est décédé quand elle avait 3 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et donc, elle était seule, sans fiancé, sans mari, pas de vie sentimentale. Bon, bien sûr, parce que le père était parti. Elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Alors, elle me dit, il était peintre en bâtiment. Alors, je lui dis, vous allez acheter un livre sur la peinture en bâtiment, un gros livre technique, illustré, le livre le plus complet possible sur la peinture en bâtiment. Vous allez en lire 10 ou 20 pages tous les jours. Je crois que c'était l'âge qu'avait son père au moment de son décès. Il devait être 30 pages ou quelque chose comme ça. Et vous faites un résumé, voilà, tous les soirs, etc. Mais vous ne lirez pas le dernier chapitre. Parce que si vous lisez le dernier chapitre, ce serait réitérer la séparation avec lui. Et alors, quand elle a fait ça, elle a rêvé pour la première fois de son père, une des premières fois de sa vie, enfin la première fois où son père apparaissait dans son rêve, et le prenait sur ses genoux, lui disait « je t'aime ». Rien que d'avoir lu ce qui se rapportait à son métier, il ne faut pas oublier que une des caractéristiques de l'identité d'une personne, c'est son métier, son activité. Donc, si vous vous intéressez même a posteriori à son métier, forcément, vous allez avoir une réponse. Et après, elle a rencontré quelqu'un, un jeune homme, qui l'a invité à sortir avec lui, peu de temps après. Je crois que très, très rapidement après. Mais c'est incroyable. Rien que le fait d'avoir lu un ouvrage technique tous les soirs sur le métier de son père, chose qu'elle n'avait jamais fait jusqu'alors, lui a permis de rêver de lui, un rêve lucide dans lequel il apparaissait et vraiment il lui parlait. Et puis, la rencontre sentimentale, c'est-à-dire que l'archétype masculin est revenu quelque part. Qu'est-ce que ça lui a coûté? 10 €, 15 € peut-être, un ouvrage Juste ça lui a coûté juste le fait de vous faire confiance, c'est tout, de suivre vos conseils. Aussi, parce que des fois, on peut ne pas suivre ce que je préconise aussi, mais bon. Parce que là, je pense également à une petite astuce que je n'ai pas encore testée, mais qui va venir. C'est que lorsqu'on a un projet auquel on tient, par exemple, il suffit de le mettre entre 2 livres qui traitent de l'électricité, a priori, ou de ce qui est énergétique, énergique, électromagnétique, pour qu'il y ait une impulsion qui le fasse, par exemple, que ça booste un petit peu la chose. Oui, absolument. Je pense que pour l'avoir expérimenté aussi, si vous placez effectivement un dossier qui vous intéresse, quelque chose que vous voulez faire, un projet, placez-le entre des livres qui sont significatifs. Coincez-le de part et d'autre entre 2 ouvrages, si possible volumineux,
Alors, ça peut être des ouvrages sur l'électricité, parce que symboliquement, effectivement, l'électricité, c'est ça qui va donner l'impulsion, mais ça peut être des ouvrages sur l'énergie, ça peut être des ouvrages sur la physique quantique, pour que les choses se transforment symboliquement, vous voyez. Oui. Et là, on rentre vraiment dans le symbolique encore plus. Voilà, bon, là, c'est des petites astuces que vous donnez à la fin. Voilà. Il y a également une autre partie, mais en fait tout m'a intéressé, donc il est difficile de faire des choix. L'une dans laquelle vous dites qu'il faut imiter pour faire advenir. Oui. C'est-à-dire il y a cette notion de simuler la réalité, de faire comme si. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, je renvoie à un ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle Pratiquer la pensée sauvage, où là j'explique un livre auquel je tiens énormément parce que c'est un ouvrage justement qui démontre le pouvoir de l'analogie. Comment pensaient les peuples premiers? Eux pensaient évidemment complètement par analogie, hein, c'est-à-dire qu'une chose qui ressemble à une autre, eh bien, bon, il y a une équivalence. Et alors, je prends un exemple. Dans les tribus primitives, lorsque on veut faire advenir la pluie, eh ben, on va souffler des minuscules paillettes de quartz, hein, en l'air pour symboliser la pluie qui arrive, où on va reproduire les sonorités du tonnerre. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire que l'analogie, en fait, ou par exemple, lorsqu'on veut partir à la pêche et qu'on veut beaucoup de poissons, on va fabriquer des petits poissons pour déjà préfigurer ce qu'on désire obtenir. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée de préfigurer par l'analogie ce qu'on désire obtenir. Si on va à la chasse, eh ben on va dessiner le gibier, on va quelquefois mimer toute la chasse avant même de partir en forêt. Vous voyez, donc c'est cette idée de l'analogie, c'est aussi très très important, bien sûr. Et d'ailleurs, ça se rapporte aussi à la miniaturisation, si je vais y arriver. Imaginez que vous allez faire une course en bateau. Bon. Oui. Vous pouvez très bien, dans votre baignoire, déjà, mettre en scène, avec des bateaux miniatures, toute la course, comme si vous étiez sur l'océan. Voyez ? Donc, c'est aussi quelque chose qui a été mis en place par les tribus natives. Effectivement, cette idée de miniaturiser des objets ou des situations pour, quelque part, les maîtriser. C'est un atout de plus à la visualisation que beaucoup emploient aujourd'hui. On se visualise en train de dépasser quelque chose et là, en plus, on ajoute l'objet. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, bon, par exemple, les tribus natives qui partaient en mer, elles matérialisaient des petits bateaux avec les poissons et elles mettaient en scène, en fait. Hein, c'est une mise en scène préfigurative de ce qu'on souhaite obtenir. Et c'est un moyen de renforcer aussi son action, sa maîtrise, en fait, sur les éléments et sur les événements, éléments et événements. D'ailleurs, vous parlez d'éléments, il y a aussi des actes qui sont reliés aux 4 éléments. Oui, oui, tout à fait. Il y a des actes avec le feu. Quand on va brûler certaines choses, ça peut être des papiers, ça peut être des photographies, bon voilà, des vêtements aussi. Ah, je conseille absolument de brûler, par exemple, des vêtements que l'on portait lors d'expériences traumatisantes. Ou même lorsque moi je l'applique aussi au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai vraiment passé une mauvaise journée, ça peut arriver, je jette les vêtements que je portais ce jour-là. Ah, vous les jetez complètement, vous ne les donnez même pas? Oh, ça peut m'arriver. Ça peut être, vous vous en débarrassez en fait. Je m'en débarrasse, je peux aussi les brûler parce que, et ça les tribus natives l'expliquaient aussi, c'est-à-dire que le fait, par exemple, de revenir dans certains lieux ou de porter certains événements qui sont associés à des expériences douloureuses ou traumatiques, eh ben, il y a des chances pour que les situations se répètent. Et ça, ils l'avaient constaté. Moi, à titre personnel, je le fais. Il n'y a pas plus tard il y a quelques mois, j'ai eu une journée vraiment difficile, une journée pénible. J'ai jeté la robe que je portais. Je l'ai mise une seule fois, je l'ai pas, voilà. Donc, je l'applique, vous voyez. Oui, justement, c'était une des 2 questions que j'allais poser, à savoir, est-ce que vous-même, vous appliquez certains des rituels, des actes que vous citez? Oui. Ah oui, je l'applique. Je pense que sur les vêtements, par exemple, ça a beaucoup d'effets. Et puis aussi, ne pas revenir dans des lieux où ça s'est mal passé, parce que ça pourrait effectivement se réitérer. Il y a l'énergie des lieux, et l'énergie me fait penser à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous parlez beaucoup de l'univers. Quel est votre lien avec l'univers?
Alors moi, mon lien avec l'univers, c'est alors bon là on aborde peut-être un autre sujet parce que j'ai un autre livre que j'ai fini d'écrire qui sortira l'année prochaine sur les synchronicités, un autre beaucoup plus complet. Alors moi, à titre En personnel, avant-première, merci. en avant-première, voilà, qui s'appellera L'univers vous parle justement. Alors là, c'est Magnifique. issu complètement de mon expérience personnelle parce que depuis 20 ans, je tiens un journal quotidien de ce qui m'arrive, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, les personnes que j'ai rencontrées, ce qu'on m'a dit, les répétitions de nombres de mots, les répétitions de chiffres. J'ai un cahier sur les 4 dernières années, je crois que j'ai 500 pages de notes, donc vous voyez, c'est Oui. énorme. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que le langage de l'univers, en fait, l'univers, il nous parle à travers les ressemblances. Si par exemple, dans la rue, vous croisez quelqu'un qui ressemble à un de vos amis, vous allez avoir des nouvelles de cet ami, très certainement, ou il se passe quelque chose dans sa vie, puisqu'on vous montre quelque chose qui ressemble. Donc le langage de l'univers, il est basé sur deux choses. Il est basé sur la ressemblance et sur la répétition. C'est parce qu'une chose se répète que votre conscience est interpellée, que vous allez faire attention. Je vais prendre un exemple. Si on vous répète un même mot dans des contextes différents ou un même nombre, là, vous allez vous dire, oui, mais tiens, ça, je l'ai entendu, cette semaine, je l'ai entendu 2 ou 3 fois. Donc, là, l'univers est en train de me parler. J'estime que l'univers nous parle, mais il ne nous parle pas par des affirmations. Il nous suggère, ce sont des suggestions. Oui, des petits clins d'œil. Il faut savoir regarder, voilà. Décrypter et comprendre aussi. Voilà. Et là, justement, il y a quelque chose qui intervient, c'est l'humilité. L'humilité et une certaine sensibilité aussi, hein, au fait de lire les signes, de voir certains animaux, de comprendre, même de lire les plaques d'immatriculation, de voir l'ambiance de la journée. Vous sortez dans la rue, vous pouvez vous dire, mais comment je ressens l'ambiance déjà, hein? Voyez, ce matin, cet après-midi, qu'est-ce que j'ai croisé? Les gens étaient habillés de quelle manière? J'ai saisi des conversations au vol, de quoi les personnes parlaient. J'étais au café. Les gens à côté de moi parlaient de quoi? Il y a 10 millions de questions, bien sûr, mais je pense que le travail spirituel, c'est un travail d'observation de la réalité, ce qui présuppose une certaine humilité, puisque ce que ça sous-entend, c'est que, en fait, nous devons, faire taire notre ego, pour se rendre compte qu'il y a des milliers de messages qui nous parviennent, alors qu'effectivement, si on est dans le moi-je, c'est moi qui, c'est... On est dans notre bulle et rien ne se passe dehors. C'est moi qui va dominer les événements, alors que non, justement, c'est l'âme. Les anciens parlaient de l'âme du monde. C'est ça, l'âme du monde, elle nous parle, mais elle nous parle comme si elle nous chuchotait à l'oreille. Il faut avoir la sensibilité pour le... Alors, puisque vous évoquez la sensibilité, vous avez parlé de synchronicité. Il y a un jeu de cartes sur la synchronicité que j'aimerais que vous présentiez, même si je l'ai présenté en vidéo il y a quelques jours, et vous pourrez d'ailleurs, si vous voulez, le trouver sur le lien qui s'affiche ici. Avec plaisir. Oui, alors donc, alors comme j'aime aussi beaucoup les cartes, puisque je suis une collectionneuse de cartes depuis longtemps, j'ai eu beaucoup d'amis qui étaient cartomanciennes. Bon, à l'époque, c'était la cartomancie divinatoire. En fait, maintenant, c'est plus des oracles, etc. Mais je voulais créer un jeu qui, justement, soit relié aux synchronicités. Alors, avec cette idée, justement, de saisir les conversations au vol, de saisir les signes lorsqu'on se promène, voilà. De comprendre aussi quand on ne doit pas s'engager dans certaines situations. Hein, on ne doit pas aller à tel endroit parce que l'univers va nous dire non, on n'y va pas. Ça peut nous sauver la vie aussi, certaines fois. Donc oui, j'ai créé un jeu. Alors bon, je vais peut-être montrer quelques cartes. Voilà, par exemple, la carte du cosmos, la carte de l'éclipse. Vous voyez, la carte de l'éclaircie avec l'arc-en-ciel. Oui. La carte du signe du ciel, parce qu'il y a beaucoup de signes dans le ciel, les oiseaux, ça peut être des avions, des montgolfières, ça peut être, voilà. Les papillons. Des papillons, il y a beaucoup de signes dans le ciel, et ça, les peuples premiers le savaient aussi, hein, il y a beaucoup de signes dans le ciel, ils observaient. D'ailleurs, la forme des nuages, quelquefois, il y a même des visages qui se dessinent dans les nuages, vous voyez, donc, il y a des signes au sol, mais il y a des signes aussi dans le ciel. C'est un oracle, oui, avec 40 cartes, donc pour cheminer justement avec cette synchronicité quotidienne. Voilà, on peut tirer une carte chaque jour, ou on peut demander un conseil, parce qu'il y a des cartes aussi qui vous disent allez-y, ou des cartes qui vous disent stop. Oui. Voilà. Mais en ce qui me concerne, je le considère aussi comme un jeu de développement personnel. Oui.
qu'il va pointer du doigt un thème plutôt qu'un autre, Oui, qui va peut-être nous dire aujourd'hui fais attention à, regarde plutôt dans cette direction, c'est ça. dans telle, par rapport à une certaine thématique. Oui, 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 absolument. D'ailleurs, il y a une carte où il y a le mot stop ou Oui, voilà, parfois, bon, on envisage certaines choses, mais il y a des signes qui nous. On peut l'entendre à la radio. D'ailleurs, imaginez, vous avez prévu de partir en week-end, et puis vous allumez la radio, et puis il y a une chanson qui passe, c'est Don't Go, n'y va pas, qui se répète. Don't go, don't go, don't. Bah, si vous y faites attention, vous dites bon, mais c'est peut-être pas une si bonne idée. Et alors, je dis pas qu'il faut un seul signe, mais si vous avez plusieurs signes dans ce sens-là qui se il répètent. faut dresser l'oreille. Alors, puisque nous parlons de ça, quel est votre lien aussi avec la spiritualité? Alors, mon lien avec la spiritualité, eh bien, justement, il est bon, il existe depuis toujours, puisque très jeune, je m'intéressais déjà à l'astrologie, au tarot. Je suis venue à la psychanalyse, à la thérapie après mes 20 ans. Mais déjà, quand j'étais adolescente, je m'intéressais à tout ça. Je crois que c'était un peu inné. Enfin, pour Vous aviez déjà l'empathie Ah oui, vers j'étais l'autre. déjà complètement dans le spirituel. Moi, j'étais complètement décalée déjà. À l'époque, dans les années 75, c'était la grande mode de l'astrologie. Fort heureusement, j'ai commencé par ça. Je montais mon thème astral, donc je connaissais les transits planétaires. Je me disais, bon, ben, à telle période, j'aurai tel transit, ça va déclencher telle chose, j'aurai tel. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et c'est en train de revenir, cette mode de l'astrologie. Hein. Oui, mais de façon différente, peut-être plus. Oui. Voilà. C'est moins l'étude du caractère, c'est plus peut-être la mission de vie, le côté karmique, le côté potentiel à développer. C'est ça. Et voilà, donc après, bah, j'ai fait beaucoup de choses, la méditation, la relaxation, des stages de développement Ah oui, personnel. vous avez beaucoup travaillé sur ce plan-là, donc votre intuition est quand même assez Oui, oui, j'ai beaucoup développée. travaillé, j'ai lu, je peux dire, des centaines, voire des milliers d'ouvrages, en français, en anglais. J'ai beaucoup voyagé aussi, disons que c'est un chemin de vie. Tout ça, c'est un C'est chemin de vie. probablement cette intuition aussi qui vous guide à trouver le bon exercice, le bon... Comment Alors oui, expliquer ça? il y Enfin, a vous voyez ce que je veux dire par rapport au patient qui est face à vous. Alors, il y a l'intuition, mais c'est quand même un énorme travail. C'est un énorme travail parce que pour écrire cet ouvrage pour en revenir aux actes symboliques, j'ai étudié toute l'école de Palo Alto, de nombreux ouvrages en anglais pendant des années, donc aussi bien sur la thérapie paradoxale, la thérapie narrative, etc. Donc c'est un petit peu une synthèse, mais c'est vrai que même si ça paraît simple, disons que pour arriver à écrire cet ouvrage-là, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Beaucoup, beaucoup travaillé. Il y a de multiples influences qui sous-tendent cet ouvrage. Et bien sûr, il faut lire les ouvrages. C'est un travail colossal de synthèse, en fait. Alors, avant de conclure, j'avais 2 questions à vous Oui. poser. Si vous aviez un seul exercice à nous livrer, à nous conseiller, ce serait lequel? Alors justement, on parlait des lettres tout à l'heure. Oui. Écrire des lettres, c'est très, très important. Alors pourquoi? Je vais l'expliquer. Parce que, bon, déjà, il faut savoir qu'une personne sur 5 en Europe a été victime d'abus sexuels. C'est colossal. Ça veut dire que bah, là, beaucoup de personnes qui m'écrivent ont été victimes alors d'abus familiaux. C'est des maltraitances orales ou sexuelles ou les deux. Il y a tout un chapitre dans le livre où je conseille d'écrire des lettres. Oui. Lorsqu'on a été victime de maltraitance, d'abus sexuels aussi de la part des parents, et ce sont des lettres en 5 points hein, qui doivent détailler voilà ce que vous m'avez fait, voilà ce que j'ai ressenti, voilà quelles ont été les conséquences dans ma vie, voilà quelles sont les conséquences actuelles et la réparation que vous me devez. C'est toujours en 5 points. Et alors là, il y a des variantes, hein, c'est-à-dire qu'on peut écrire les lettres plusieurs fois, on peut les envoyer ou pas, tout dépend si la personne représente toujours un danger ou non. On peut écrire au père, à la mère, on peut écrire à des parents décédés, on peut écrire à des oncles et tantes, on peut écrire à des grands-parents. Et vous dites aussi qu'on peut parfois l'envoyer, c'est-à-dire la poster quand même. On invente une adresse, qu'on travaille plus ou moins dans une ville qui existe ou qui n'existe pas dans un pays, et on la poste, on l'envoie dans l'univers. Je voulais juste préciser que cette lettre, on peut l'écrire de multiples manières. On peut l'écrire dans un premier jet très détaillé, on peut l'écrire de l'autre main, on peut aussi l'écrire du début, de la fin vers le début, hein. On peut l'écrire sur papier calque,
pour éclaircir aussi la situation mentalement. Et il y a de multiples variantes. On peut l'écrire avec une écriture enfantine, comme si on était un enfant. Il y a de multiples variantes dans la manière d'écrire. Mais après, on peut soit envoyer la lettre à la personne concernée, soit l'envoyer, créer une adresse pour l'occasion et l'envoyer dans une autre ville avec un anagramme, un autre pays. Voyez, mais ça va quand même produire un effet. Dans tous les cas, que la personne le reçoive directement ou pas, ça va produire un effet. Et alors, deuxième utilité des lettres, c'est d'écrire à son symptôme. Ah oui. Quand on souffre d'addiction à l'alcool, au tabac, aux médicaments, quelquefois au jeu, on va écrire directement, ça c'est la thérapie narrative, hein, c'est-à-dire qu'on va s'adresser directement par des lettres. Alors, chère bouteille d'alcool, toujours remercier, tu m'as aidé à supporter une dépression, à tenir le coup pendant des années, voilà. Mais bon, il est temps de nous séparer. Vous voyez, c'est des lettres où on s'adresse aux symptômes comme à une entité autonome qui a pris possession de soi à un moment donné, mais dont il est important de se séparer, progressivement, bien sûr. Donc, on va écrire chaque semaine comme ça à son symptôme et on va voir que la situation, là aussi, va évoluer. Voilà, deuxième utilité des lettres. Oui, vous l'évoquez d'ailleurs et vous en parlez beaucoup et je trouve ça très intéressant. Oui, parce que c'est facile, tout le monde a une feuille, un crayon. Vous voyez, là, après avoir écouté l'interview, on peut se décider à écrire une lettre qu'on n'avait peut-être jamais osé écrire jusqu'à présent et qui va être le début d'un processus de changement et quelquefois immédiat même. Et donc, éventuellement, on peut réécrire cette lettre donc à plusieurs reprises. Ah oui, oui, oui. Combien de temps après, par exemple, si les gens qui nous écoutent commencent à écrire une lettre ce soir ou aujourd'hui? Alors, après combien? Après, on peut laisser passer 3 jours. Hein, en général, c'est 3 jours. Donc, on va réécrire la lettre. On peut la réécrire, comme je l'ai dit, de l'autre main avec une encre d'une autre couleur. On peut l'écrire de la fin vers le début. On peut l'écrire avec des mots moins forts pour atténuer les émotions. Voyez? Au fur et à mesure, de toute façon, on va probablement aussi ressentir une certaine légèreté. Plus on met de la distance vis-à-vis de l'événement. Mais tant qu'on ne l'a pas écrit, tant qu'on ne l'a pas sorti de soi, c'est quelque chose qui va nous tourmenter. Mais plus on y travaille et à force d'écrire, et puis finalement, on va lâcher prise au bout d'un moment parce que, bon, bien sûr, peut-être pas tout de suite parce qu'il y a des personnes qui ont été gravement traumatisées. Et là, il y a des blessures qui sont très profondes. Mais le fait d'écrire, oui, c'est très fort. Très fort. Alors, pour rester dans le domaine de l'écriture et pour être plus positif, sans forcément dévoiler tous vos rituels, mais il y en a beaucoup. Il y en a un aussi qui m'a beaucoup plu, celui dans lequel on peut écrire dans la réalité dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, par exemple. On s'écrit à nous-mêmes. Enfin, je vous laisse expliquer. J'ai trouvé ça formidable. On peut se projeter dans l'avenir et écrire une lettre. Alors, on peut la dater, par exemple. Bon, là, aujourd'hui, nous sommes le 24 juin. Donc, vous allez écrire une lettre comme si on était le 24 octobre, imaginons. Voilà. Et puis, vous vous dites, voilà, qu'est-ce que… vous dites, ces derniers mois, il s'est passé ça. On peut écrire rétroactivement. Hein, voilà. Et ça peut générer aussi des changements et peut-être faire advenir des choses qu'on voudrait voir se réaliser. Vous voyez, c'est très, très intéressant. On se projette dans l'avenir. Exactement. On et on dit, voilà ce qui s'est passé depuis le 24 juin. Et voilà les événements heureux, par exemple, qui se sont passés. Mais le fait de les écrire, ça peut les faire advenir. Et que fait-on de cette lettre? Alors, on la garde avec soi, par contre, celle-là. On ne l'envoie pas. Non, celle-là, on la garde avec soi puisqu'elle nous concerne et on y a écrit. C'est vrai que dans l'acte d'écrire, c'est très fort parce que, par exemple, il y a des écrivains qui ont vu se réaliser ce qu'ils avaient écrit. Anaïs Nin, là, dernièrement, je lisais, par exemple, elle avait commencé, elle a écrit, vous savez, son autobiographie, puis ses carnets. Elle avait commencé un carnet qui s'appelle Les mots flottants. Et juste au moment où elle avait commencé ce carnet, on lui avait proposé d'aller vivre sur un bateau. Donc, vous voyez, le simple fait de mettre un titre sur un cahier ou d'écrire rétroactivement, comme si vous projetiez donc 6 mois plus tard et puis vous racontez, il s'est passé ça pendant l'été, vous avez des chances que ça advienne, vous voyez, puisque vous l'avez écrit. Alors, bien sûr, il faut écrire des choses positives aussi, parce que comme ça risque de survenir, n'écrivez que des choses positives si vous écrivez rétroactivement.
Oui, ça c'est dans ce contexte-là, parce que je repense à quelqu'un qui est cité dans le livre qui a peur de l'avion, auquel vous conseillez d'écrire au contraire justement tout ce qu'il redoute, tout ce dont il a peur. Alors voilà, ça c'est autre chose, c'est dans l'amplification du symptôme, hein, ça c'est une technique aussi de thérapie brève, c'est-à-dire au lieu de refouler la peur, c'est-à-dire l'augmenter. Alors là, c'est pour les gens effectivement qui ont des peurs irraisonnées, même parfois peur de sortir dans la rue. Donc là, décrire ce qui pourrait arriver de pire, alors qu'ils soient kidnappés, qu'ils se fassent écraser par une voiture, que quelqu'un les agresse ou leur vole leur argent, que voilà. Enfin voilà, là, il faut envisager le pire jusqu'au bout, vraiment en amplifiant, de manière après à ce que toute cette énergie qui est dans la psyché, qui est consacrée en fait à cette peur, retombe, hein. Mais on ne peut le faire que si on va jusqu'au bout, justement. Vous citez énormément d'exemples, chaque exemple étant catalogué dans certaines thématiques. Page, oui. C'est un exemple par page. Voilà, et vous avez aussi de temps en temps vous expliquez de façon un petit peu générale, oui. Voilà, l'école de Palo Alto, l'art-thérapie, ce qui est très intéressant. Parmi les solutions qui sont proposées, outre les actes symboliques et les différentes thérapies, je sais que Jodorowsky propose ou a parlé des opérations chirurgicales qui pouvaient être évitées ou qui sont faussement chirurgicales. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet ? Oui, c'est-à-dire que, bon, Alexandre Jodorowsky, c'est quelqu'un que j'ai bien connu quand j'habitais à Paris, donc il y a maintenant une trentaine d'années, donc il m'a expliqué énormément de choses, puisque lui, bon, effectivement, aussi conseillait des actes qu'il appelle psychomagiques. Alors effectivement, il allait encore plus loin, parce que, bon, il faut quand même préciser qu'il a travaillé avec Pachita, une des plus grandes guérisseuses du Mexique, hein, il a été son collaborateur dans les années 70 à Mexico City, et il raconte des choses absolument incroyables. Transplantation d'organes, opération à main nue, enfin bon, c'est complètement fou. Et en fait, alors lui, qui n'était pas guérisseur au vrai sens du terme, a quand même utilisé un petit peu cet aspect-là, parce que pour certaines personnes qui le consultaient, qui avaient vraiment des problèmes de santé, il les faisait allonger et il mimait une opération chirurgicale. Il la mimait vraiment comme s'il ouvrait, comme s'il sortait l'organe et réparait. Comme s'il réparait, comme s'il enlevait du corps une tumeur, etc. Mais c'est tellement incroyable. Mais c'est fantastique parce que là, il va au bout du placebo. Et je cite un autre auteur qui s'appelle Ian Harris, un médecin américain qui, il y a 2-3 ans, a sorti un bouquin justement en disant que la plupart des opérations chirurgicales, au fond, n'étaient peut-être pas forcément utiles, mais étaient aussi des placebos dans le sens que, à travers la chirurgie, que la psyché des personnes qui n'avaient pas fait tout ce travail en développement personnel, se réorganiser, hein. On connaît tous le fameux rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin. Oui. Je prends rendez-vous, je suis rassurée, j'ai moins mal aux dents, j'y vais quand même. C'est ça. C'est ça, mais quelquefois ça va plus loin dans le sens que un symptôme qu'on n'a pas pu analyser, une douleur chronique on ne sait pas d'où ça vient, etc., ou un complexe, ou la réitération d'un symptôme familial dans le corps qu'on n'a pas pu régler, à ce moment-là, la chirurgie va le régler quelque part. Mais bon, au lieu de passer sur la table d'opération, Alexandre fait allonger les personnes, et puis il y a tout un cérémonial. En général, c'est dans la pénombre, en général, donc il y a tous les instruments. Il va mimer toutes les phases de la chirurgie dans son ensemble, comme c'était une vraie opération. Donc, la psyché va comprendre que c'est vrai. Moi, personnellement, je le fais pas, mais peut-être dans l'avenir, je le ferai. Et c'est formidable, quoi. Mais c'est un génie. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer? J'ai eu la chance de rencontrer et de côtoyer Alexandre pendant plusieurs années à Paris. On se voyait tous les jours. J'ai beaucoup appris avec lui. Quand il faisait aussi les séances de tarot, je suppose. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 84, à Paris. Vous voyez, après, il allait au cabaret mystique, il faisait le cabaret mystique tous les mercredis. Mais bon, c'est formidable, absolument formidable. Pour parler de façon concrète, vous recevez chez vous en présentiel, vous faites des consultations aussi en visio. Si les personnes veulent vous contacter, comment font-elles? Alors, je ne fais pas de consultation au sens strict du terme. Les personnes peuvent m'écrire et je leur donne des conseils gratuitement. D'accord. Je ne fais aucune consultation payante, je n'en fais plus depuis longtemps. Bon, ça c'est mon choix. C'est adorable, c'est gentil.
Bon, déjà, je ne fais plus de consultation, si vous voulez, de psychogénéalogie pure. J'envoie toutes les personnes vers Généapsy à Paris, qui sont des spécialistes, parce que moi, je l'ai fait pendant longtemps. Et c'est un travail colossal, le travail sur la généalogie, je ne peux pas tout faire. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le conseil, un acte symbolique. Et quand les personnes m'écrivent donc sur mon email, je leur réponds gratuitement. Voilà, et je leur indique un ou plusieurs actes à mettre en place dans les jours suivants. Voilà. Puis après, ils me répondent sur justement les synchronicités qu'ils ont pu constater, ce qui s'est passé. Voilà, bon, mais c'est un choix de ma part de travailler de cette manière. Donc, je ne consulte pas au sens strict du terme. D'accord, bah écoutez, c'est très très généreux, c'est vraiment adorable. Je mettrai votre adresse mail dans la description de la vidéo si vous m'autorisez à le faire. Bien sûr. Je suis vraiment très touchée. Bravo. Écoutez, Elisabeth, je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose. Écoutez, avec plaisir donc pour cette interview qui était très riche. Vous m'avez posé beaucoup de questions très variées. Je pense que c'est ce qui fait tout l'intérêt aussi de notre échange. J'en ai plein d'autres que je n'ai pas posées, mais je les garderai pour le prochaine interview, pour la sortie de votre prochain livre sur l'univers. Un conseil que je pourrais donner pour les gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes, c'est d'agrandir les lettres de leur nom et de leur prénom. Vous savez, je raconte dans le livre, Salvador Dali, vous savez, qui vivait dans les hôtels, et il découpait les lettres de son nom, des lettres gigantesques dans les tapis. Tous ces personnages fantasques, il y a beaucoup de choses à retenir en termes de créativité. Si vous manquez d'estime de vous-même, si vous avez un sentiment d'infériorité, commencez à voir grand, à découper les lettres de votre nom en grand format. J'espère que les personnes qui nous écoutent ont perçu et reçu tous les conseils et les bonnes idées que vous avez transmises. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces instants, ces rituels, ces conseils et toutes vos astuces. Je pense que tout le monde trouvera forcément son petit, pas grain de sel, mais le point qui va résonner et pouvoir aider à résoudre les problèmes en question. Le livre, vous le voyez peut-être à l'envers, mais donc Elisabeth, vous allez le montrer à l'endroit. Voilà le nouveau livre d'Elisabeth, Action qui libère, que je vous invite à découvrir et surtout à décortiquer et à appliquer, parce qu'autrement ça ne sert à rien. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle rencontre. J'espère que celle-ci vous a plu et surtout qu'elle vous apportera énormément de positif pour vous aider à développer votre potentiel. À très bientôt. Au revoir.